Fabrice Noël, là. Oh si, je suis pas connu moi. Astronome amateur émérite ou je sais pas, Non, 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 non. professionnel. Amateur, amateur. Amateur. Bon, t'as participé à l'ouvrage de Fabrice ou pas aussi? Non, pas Fabrice, non. Non. Enfin, tu peux le présenter donc On le présentera à la au fin. fil de l'eau, ouais. Voilà, bon. Ça fait combien de temps que tu fais de l'astro? Oh là 97 Voilà. 95 Voilà, enfin, ça date du siècle dernier, voilà. Donc il a une longue expérience d'imagerie dans tous les Voilà. domaines, hein, et en particulier du soleil. Oui, du soleil plutôt. Ouais. Voilà, donc il a participé à l'ouvrage d'astronomie solaire dont il vous parlera après. Voilà, je vous en parlerai un petit peu. Et aujourd'hui, il va nous parler du soleil et tout ce qu'il nous fait aussi sur Terre jusqu'au. Ouais, on va essayer de image, parler des comment immortaliser ces phénomènes en fin de compte. Voilà. Alors, c'est pas un cours magistral, j'ai pas l'intention de vous apprendre comment on fait des photos parce que je suis certain qu'il y en a ici qui connaissent mieux que moi. Mais je vais seulement vous dire moi comment je réalise mes photos, mes captures, mes souvenirs et j'en passe et des meilleurs. Voilà, donc Fabrice Noël qui va avec Christelle Noël. Christelle Noël fait que du visuel derrière Dobson. Fabrice Noël fait que de la photo. Il n'observe pas en fin de compte. Donc c'est presque un astronome. Je me considère plus comme un photographe qu'un astronome. Voilà, donc je me suis spécialisé, habitant en région parisienne, vous imaginez bien, je me suis spécialisé dans le planétaire et le solaire. Le ciel profond, c'est absolument pas adapté, le ciel de la région parisienne. Donc j'habite sur le plateau de Saclay, au niveau du Grand Paris. Avant, il y avait des champs. Maintenant, il y a du béton. C'est un peu ça. Voilà. Donc j'ai commencé à faire de la photo solaire dès le début. Je faisais beaucoup de photos. J'ai commencé à faire de la photo solaire en lumière blanche, ce qu'on appelle en lumière blanche donc la photosphère. Et en 2005, il y a eu la diffusion, enfin dans les années, début 2000, la diffusion, la vulgarisation de la photo dans la chromosphère, c'est-à-dire dans la bande de ray H-alpha, dans le rouge. Hein, il faut savoir que le spectre visuel va du rouge au violet, infrarouge, ultraviolet. Nous, on voit un peu ce qui se passe au milieu, mais quand on veut passer soit dans le H-alpha rouge, soit dans le K, calcium violet, ben, on ne voit pas grand-chose. Donc il faut des filtres. Donc moi, je me suis spécialisé dans le H-alpha, que vous voyez là. Hein. Ça, ce sont des photos qui sont réalisées au fil de l'eau à la maison. Et les phénomènes qui sont associés au soleil, c'est-à-dire les éruptions, les filaments, l'activité, les aurores boréales, les éclipses. Alors, je ne vais pas revenir trop longtemps sur les éclipses parce que il y a des gens ici qui connaissent super bien les éclipses, donc je ne vais pas trop revenir. Par contre, sur la photo en H-alpha, c'est vraiment un domaine un petit peu spécifique et un petit peu compliqué. Donc, je voulais vous faire partager un petit peu mon expérience et puis vous donner un petit peu les petits trucs et les petites astuces qui vous manquent peut-être hein, ou pas, mais qui, moi, m'ont été indispensables au fil des années pour faire la photo. Donc moi, maintenant, j'ai un setup qui est réglé, qui est au point, et j'ai un mode opératoire qui va de la capture, enfin du montage, jusqu'à l'image finale. C'est réglé, même si ce n'est pas automatique, disons que je suis suffisamment constant dans mes images pour vous présenter ce type d'image tous les jours. Enfin, il faut qu'il y ait un petit peu de soleil quand même. Hein. Tous les jours, je peux vous faire ce type d'image. Voilà. Donc le but, c'est un peu de vous montrer et de vous dire hein, comment on utilise ça. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, il existe deux façons de photographier le Soleil, soit dans la photosphère, ce qu'on voit à l'œil nu, soit dans la chromosphère, ce qui est moins visible à l'œil nu, il faut filtrer, soit avec des filtres calcium, soit avec des filtres H-alpha. Filtre calcium, c'est pas trop mon truc. J'aime pas l'utilisation et en plus c'est pas visuel du tout, donc j'ai mis ça de côté parce que
les filtres H-alpha sont aussi utilisables et couramment utilisés, hein, la preuve on en a fait ce midi, pour le visuel et le dessin. Les filtres calcium, on ne voit pas grand-chose. Donc on va rester se concentrer sur la lumière blanche et sur la photosphère. Voilà, alors, un petit pense-bête que je me suis fait rapidement pour ne rien oublier et vous donner les idées, surtout les idées principales. Alors, il faut seulement que je retrouve diaporama. Voilà. Alors, bien sûr, j'allais le dire. La sécurité. Ça, on ne vous rappellera jamais suffisamment. Ne jamais observer le soleil à l'œil nu. Jamais. Même en le regardant comme ça, on peut se brûler la rétine. Donc, toujours utiliser des filtres adaptés. Hein, on vous a suffisamment fait l'éloge des filtres pendant les éclipses totales. Voire même, on vous a interdit, je parle pour les petits, de sortir des classes parce qu'ils avaient peur que tout le monde meure, tout le monde devienne aveugle. Non, il faut utiliser les filtres et tout se passe bien en utilisant les bons filtres. Ne jamais observer le soleil sans filtre. Après, la photo, c'est autre chose. C'est moins pénalisant. On peut toujours essayer sans filtre. Ça se passe mal pour le capteur, mais au moins, on est indemne. Hein, je vous rappelle, en visuel, on a deux chances. Hein. Œil gauche, œil droit. Après, c'est terminé. Les caméras, j'ai dû en griller 4, 5. Tout simplement parce que j'ai oublié de mettre le filtre, tout simplement parce que le filtre, des fois, on bricole. Hein. Le filtre, il bouge, il se perce. Donc, les caméras, il faut mieux que ce soit la caméra qui meurt plutôt qu'on ait un trou dans le cerveau. Bon, le soleil, c'est ce qui nous éclaire, là, et puis il chauffe. Hein. Il chauffe bien ces derniers jours. Il nous éclaire, il nous chauffe, et puis il nous brûle. Donc tout ça, on ne va pas revenir sur l'activité ni la composition du soleil. Il y a des gens qui sont des astrophysiciens, que je connais bien, savent exactement ce qui se passe sur le soleil. Une grosse boule de gaz, pour le petit, là. Hein. Ça brûle, il ne faut pas s'en approcher, il ne faut pas le regarder. Ça fait de la lumière, ça nous donne de la chaleur, c'est la vie sur Terre. Les différentes longueurs d'onde, je vous en ai vaguement parlé, ça va donc de l'infrarouge à l'ultraviolet. Nous, en visuel, on est plutôt centré sur le milieu. Et au fur et à mesure qu'on va regarder dans ces différentes longueurs d'onde, on va voir différentes couches du soleil. C'est ça aussi qui est marrant, c'est on peut s'écarter de la couche visible, la photosphère, on peut s'écarter de la couche visible et voir les protubérances, et voir l'activité, les filaments, et j'en passe les meilleurs. Les différents phénomènes, c'est les flares, les points très lumineux blancs qui apparaissent sur le soleil dus à une activité. Ça peut être les taches solaires. Hein, c'est une différence de couleur entre la surface du soleil et la tache. Donc c'est à peu près dans les 3000 à 4000 degrés en moins. Donc par effet de contraste, on voit une tache noire. Il peut y avoir des protubérances, il peut y avoir des éjections massives, il peut y avoir plein de choses. Donc ça, moi, mon but, c'est non seulement de faire des photos statiques, mais je vais vous le montrer après, de faire de la dynamique sur le soleil, parce que c'est quand même l'astre visible, moyennant un filtre, mais l'astre visible le plus actif dans notre proche environnement. Le soleil, c'est une cocotte minute, ce truc. Hein. Les différents phénomènes, donc, voilà, je vous ai dit, l'utilisation des filtres, en lumière blanche, en photosphère, on va utiliser des filtres qui vont nous couper la lumière à un 100 millième ou un 10 millième pour la photo, mais plutôt un 100 millième pour le visuel. Et puis, ça va nous permettre d'atténuer le signal, l'énergie du soleil pour pouvoir y mettre un oculaire et l'observer. Sur la chromosphère, que ce soit en K ou en H-alpha, là, on va utiliser des filtres très très spécifiques avec des constructions très onéreuses, très coûteuses, parce qu'ils sont très compliqués à faire. Et on va pouvoir observer autre chose. Il faut dire que la photosphère,
celle qu'on voit tous les jours, elle est jolie quand on est au maximum de l'activité solaire. Je vous le rappelle, le maximum, c'est des cycles sensiblement tous les 11 ans. Là, on a commencé un nouveau cycle. Ça commence à bien bouger sur le Soleil. Donc, au moment du maximum, la photosphère, eh ben, elle est vraiment intéressante à voir parce que là, on a des tâches. Hein, le maximum est identifié par le nombre de tâches qui apparaissent tous les 11 ans. Et là, on a des nombres de tâches. On a des activités dans les petits grains de Bali, dans les petites bulles d'hydrogène chaude qui montent à la surface. Et puis, à la limite, en photosphère, en image blanche, c'est un peu ce qu'on voit et pas beaucoup plus. Par contre, dès qu'on passe en chromosphère, c'est là que ça devient intéressant. Alors, pour les filtres, vous avez les filtres à l'ouverture. Vous avez les filtres après la lentille. Hein. Et puis, vous avez les filtres qui sont traités pour être mis à l'ouverture, mais c'est des filtres un petit peu spéciaux qui réjectent 99% de l'énergie, enfin pas tout à fait, 96 ou 98% de l'énergie, et qui permettent d'avoir toute la lumière sans les inconvénients, c'est-à-dire sans la température, sans les infrarouges, sans... voilà. Hein. Donc, les filtres à l'ouverture, ça va être globalement les filtres astrosolars que vous achetez. Voilà, ils sont très fins, ils sont quand même fragiles, ils sont peu coûteux, mais il faut en avoir une petite réserve parce que voilà, ils sont fragiles, ils se déchirent, ils peuvent se percer. Hein, je rappelle qu'un filtre percé, c'est plus bon. Il ne faut pas essayer de mettre un morceau de scotch ou un truc comme ça quand le scotch il va partir. Non, non. Quand un filtre est percé ou une petite déchirure, poubelle, on achète une autre feuille et on fait un autre filtre. Les filtres prisme d'Herschel, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on laisse passer toute la lumière du soleil dans l'optique et le prisme qui est mis au foyer, derrière, lui, par réflexion du prisme non illuminé, va faire éjecter 96% du flux, donc il va y avoir que 4% qui va arriver dans l'oculaire. Attention, 4% c'est encore trop. Donc, un prisme d'Herschel, je peux vous montrer des choses. Je peux vous montrer des choses. Je vous les montrerai peut-être un petit peu après parce que c'est un peu compliqué, j'ai pas eu le temps de mettre tout ça au point. Mais un prisme d'Herschel, c'est un renvoi coudé sur lequel il n'y a plus d'aluminure. Bon, il a un angle un petit peu différent, mais globalement, c'est ça. Les filtres de réjection, donc c'est des filtres, c'est une lame de verre qui est polie à un certain lambda. Plus elle est polie, moins il va y avoir de diffusion dans la lame, et qui va être traitée pour couper toute l'énergie du soleil. On aura le flux lumineux, mais on n'aura plus les ultraviolets, les infrarouges, et voilà. Donc ça peut être monté sur des lunettes. Attention, le prisme d'Herschel ne peut être monté que sur des doublés, c'est-à-dire que la lentille est frontale. Si vous avez un quadruplé avec des lentilles proches du foyer, ce quadruplé ou ce correcteur va se prendre toute l'énergie et là, ça ne dure pas très très longtemps. Bien qu'on ne soit pas tout à fait au foyer, on est quand même sur une partie qui est très chaude. Donc les lunettes avec prisme d'Herschel, c'est réservé aux lunettes à lentille frontale, pas à lentille foyer. D'accord ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ploup, hein ? Vous tirez la sonnette d'alarme parce que ça peut très bien m'arriver de raconter des conneries aussi. Vous n'êtes pas à l'abri. Hein. Voilà. Sur les newtons, tout le monde a eu un jour un newton, tout le monde sait ce que c'est. Donc, pas prisme d'Herschel sur le newton. Pitié.
parce que ça veut dire que le secondaire se prend tout le flux, donc vous allez faire fondre votre secondaire. Donc pas de prisme d'Herschel. Un filtre à l'ouverture, ok. Un miroir non illuminé, ok. Un miroir traité ERF, ok. Oui. Qu'est-ce qu'un traitement ERF? C'est un énergie rejection filter. C'est un filtre de réjection. Il laisse passer la lumière, mais il réjecte toute l'énergie du soleil, les infrarouges. Voilà. Donc, encore une fois, la sécurité fait que, avant de mettre mon œil à l'oculaire, même si on connaît son montage, même si ça a été acheté dans le commerce, on met la main à l'oculaire ou à la place de l'oculaire. On met la main. Et si ça brûle, on ne met surtout pas l'œil. Attention à la sécurité, hein. Le soleil, ça pique un peu quand même. Hein. Voilà. Donc Newton, différents types de filtration aussi. Filtre à l'ouverture, c'est le plus simple. On prend la feuille de Millard, on la découpe, on fait un support, on la met devant son Newton. J'ai essayé à plusieurs reprises des filtres, des miroirs froids, ce qu'on appelle miroirs froids, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas illuminés. Ils laissent passer, au même titre qu'un prisme d'Herschel, ils laissent passer l'énergie, et il n'y en a que 4% qui arrivent dans le secondaire. Ça donne de très bons résultats parce que et ben là, on n'a rien on n'a pas de lame ou de filtre ou de je ne sais quoi qui vient interférer sur la qualité du miroir. Donc on est à la qualité du miroir. Par contre, il faut jongler avec la turbulence. Alors, les Schmitt, au fil du matériel, le choix se restreint. Et là, on va se retrouver avec un filtre à l'ouverture, toujours la feuille d'Astrosolar, ou avec des lames. Vous savez, un Schmitt casse-grain, c'est une lame d'ouverture avec un secondaire qui renvoie sur un secondaire. La lame de fermeture, vous la démontez, vous l'emmenez au traitement et vous avez un filtre VRF pour le soleil. Donc ça, c'était les instruments HAT que faisait Erilab il y a encore quelques années. Ils ne font plus. Mais vous pouvez encore trouver des gens qui vous traitent les lames de fermeture pour les passer en ERF. Ça reste utilisable pour autre chose que le soleil, mais on perd un petit peu de luminosité. Donc on ne fera pas du ciel profond avec un Schmitt traité ERF. Par contre, on peut faire du lunaire et on peut faire un peu de planétaire. Alors, la photosphère, je le rappelle, hein, c'est la partie visible. Quand vous regardez le soleil, vous voyez sa photosphère. C'est la partie la plus facile. Donc, il y a encore quelques décennies, on pouvait faire de la projection par oculaire, enfin la projection sur un calque d'une image restituée par une lunette doublée frontale. Attention, je tiens attention à vos instruments. Mettez pas un quadruplé, sachant que le correcteur est presque très proche du foyer. Mettez pas un quadruplé sans filtration devant. Il va claquer, un quadruplé. Donc ça, on faisait ça à une certaine époque. Et puis à Meudon, ça se fait encore. Je crois qu'ils font de la projection sur les grosses lunettes pour faire du comptage. Ouais, pour visiter, vous avez des grosses lentilles, c'est des gros miroirs. Voilà. Quand on étale bien, on répartit la chaleur. C'est ça. Bon, voilà. C'est une solution qui est un petit peu abandonnée parce qu'on perd de la résolution quand même. Hein. On a une image au point sur une feuille de calque ou de papier qui a à 20 ou 30 cm du foyer. Enfin bon, c'est un petit peu chiant. Donc on est passé sur les filtres Millard, c'est-à-dire les filtres D-Star, les films très fins couleur aluminium là qu'on achète. Donc avec ça, il y a deux types de filtres, le visuel et le photo. Le visuel filtre à peu près 1 100 millième, le photo 1 10 millième. Hein. Je crois que c'est à quelques millièmes près.
avec le visuel, on peut faire de la photo. Mais comme il filtre plus, on est obligé d'augmenter le temps de pause. Avec le filtre photo, on peut faire du visuel. Mais comme il éblouit beaucoup, il faut mettre un filtre neutre devant votre oculaire. Après, c'est vous qui choisissez. Mais avec, voilà, après... hein. Donc le filtre visuel, temps de pause un peu plus long, mais protection 100%, puisque toute la lumière est injectée à un 100 millième. Le filtre photo, bah, il faut bien prendre en compte que c'est qu'un 10 millième, donc ça éblouit fortement et il faut mettre un filtre neutre pour éviter d'être ébloui. Les montages, je reviens, excusez-moi, mais je reviens, les montages, on ne les fait pas avec du scotch sur la lentille ou un élastique. Hein. Ça, c'est le meilleur moyen que l'élastique qui pète, parce que ça fait déjà 5 ans que vous l'utilisez. Et puis, il tient, puis d'un coup, il pète, et puis vous avez l'œil à l'oculaire. Donc, dans le pire des cas, vous avez le temps de vite retirer la tête, et dans le pire des cas, bah, vous avez un trou à la place de la pupille. Donc, la sécurité, c'est, on fait un beau support. Maintenant, il en existe en 3D, il en existe en vendu dans le commerce. Le support, vous le garderez à vie. Hein. Le filtre, par contre, ce ne sera pas le cas. Voilà. Donc, après, avec les filtres visuels, hop, tiens, c'est bizarre ça. Alors, attendez, que je vous montre quand même un petit peu. Alors, je suis pas très à l'aise avec PowerPoint, hein, vous en apercevrez très rapidement. Je suis pas trop à l'aise, les liens, les machins, les trucs, c'est pas... Donc voilà ce qu'on peut voir hein, en filtre lumière blanche, en photosphère. Donc là, il y a un filtre Astrosolar, une TSA 120, un filtre Bader Continuum pour avoir un peu de contraste et un peu de détail dans le vert, et puis une caméra noir et blanc. C'est assez simple. J'ai exactement la même chose avec le prisme d'Herschel. Hein. On enlève l'astrosolar, on met un prisme d'Herschel, et puis on met les filtres qui vont bien, et voilà, on a ça. Les conditions étaient plutôt assez bonnes. Toutes les images que vous verrez ici, ce sont des mosaïques. Ce n'est pas des images full frame. C'est-à-dire que je mets un capteur petite dimension et je balaye tout le soleil pour faire une mosaïque. Ça me permet d'avoir des vitesses d'acquisition très rapides. C'est du noir et blanc, parce que autrement on peut faire ça à la PN, hein, ça marche aussi. Et puis ça me permet de traiter plus sereinement chaque morceau, et après on les monte en mosaïque. Donc voilà ce qu'on peut faire en photosphère avec l'activité. Donc ça, c'était il y a une dizaine de jours à peu près. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, à vrai dire, ce serait ça. Chromosphère, H-alpha, c'est-à-dire dans le rouge très profond, et on voit vraiment l'hydrogène. Donc là, on peut voir déjà des phénomènes très significatifs d'une activité importante, mais enfin d'une activité croissante, on va dire. Donc là, sur le Soleil, tu as un point rouge ou quelque chose comme ça? Niet, non? Non, pas. Il y a mon doigt. Ou la souris. Donc, on voit des bandes sombres, on voit des zones très claires, on voit des petits points blancs qui sortent du Soleil. Et puis on voit alors il n'y avait pas beaucoup de protus à cette époque-là, mais on voit quelques petites, des petites éjections ici. Voilà, donc là on commence à voir de l'activité solaire.
Et ça, c'est une image à l'instant T, c'est pas la même image 30 secondes après. Il y a il y a des formations qui bougent très peu. Hein. On va dire que les formations claires, elles vont rester sensiblement claires, elles ne vont pas s'assombrir en 30 secondes. Les filaments, ils ne vont pas s'évaporer. Alors les filaments, je le rappelle, ce sont des protubérances vues de face. D'accord ? Les protubérances vues de face, donc les filaments ne vont pas s'évaporer en 10 secondes. Mais par contre, ça là, le petit flair qui est sur le côté, il va bouger de minute en minute. Des fois, ça dure 3 minutes, il éjecte et il retombe. Donc c'est pour ça que les photos du Soleil sont très dynamiques. Il faut vraiment suivre l'activité, mais c'est un peu comme le planétaire sur Jupiter. On peut voir les bandes, on peut voir les satellites qui passent. Ben là, le Soleil, il est encore plus vivant, donc on peut voir des choses vraiment très marrantes. Voilà, donc on ne va pas trop s'attarder sur la photosphère, hein, les taches, les grains de bailli, les petits trucs. Bon, on va plutôt passer sur la photo chromosphère, H-alpha. Donc ça, c'est aussi des mosaïques. Hein. Toutes les images que vous voyez en disque plein, ce sont des mosaïques. Des mosaïques de combien d'images ? 12. Mais je vais vous expliquer. Alors, je vais vous le répéter parce que... Voilà, donc, quand je vous dis que le Soleil est très dynamique, ça, c'est un time-lapse d'une centaine de pauses, avec des pauses réalisées toutes les 15 secondes. Donc on voit quand même la dynamique, elle est vraiment présente. Hein. C'est pas... Donc si on pose trop longtemps, eh ben, on va avoir des détails flous. L'avantage avec le H-alpha, donc, c'est qu'on peut atteindre des protubérances, l'activité chromosphérique, et croyez-moi, il y en a. Il y en a. On pourra revenir un petit peu après, s'il y en a qui sont intéressés, comment on réalise ça. Donc là, c'est pas compliqué. Il y a un filtre Coronado 60 mm devant ma TSA 120. J'utilise cette TSA pour faire de la photosphère, de la chromosphère, un petit peu de planétaire, mais sans plus, et puis du ciel profond. Donc il y a un filtre Coronado 60 mm devant ma lunette. J'ai un BF qui restitue le H-alpha après le Fabry-Perot, et puis j'ai une caméra noir et blanc. Je pointe ceci avec une monture équatoriale motorisée, j'appuie sur le bouton et il fait une capture de 500 images toutes les 15 secondes. Les 500 images, elles sont prises, elles passent dans AutoStacker, elles passent à la moulinette, elles sont triées, je prends les 300 meilleures, je les additionne, je les passe dans soit Registrax, soit un autre, pour faire les ondelettes. D'accord ? Il ne faut pas croire que l'image brute, c'est ça. Hein. Il y a un petit peu de travail derrière. Ensuite, on la passe en négatif, parce que ça, c'est une image en négatif. On les aligne et on les additionne, et vous avez le timelapse. C'est un peu comme du timelapse diurne, quand vous voyez, je ne sais pas moi, une transhumance ou un truc comme ça, c'est une image toutes les 15 secondes, tac, 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 tac. Et bien là, c'est pareil. Sauf que c'est fait avec une lunette, avec un filtre H-alpha, avec une caméra noir et blanc, avec des vidéos de 500 images travaillées, voilà. J'ai dû en ouvrir plein, comme à mon habitude. J'ai dû en ouvrir 30 des trucs là. Je ne sais même plus lequel. Ah, c'est celui-là. Alors,
on va passer, on va se diriger vers la filtration de la chromosphère en H-alpha. Encore une fois, on peut faire aussi du K-line, mais pas du K-line, mais du calcium, calcium K. Le K-line, c'est un peu dans le violet, mais c'est encore de la photosphère, c'est du faux calcium. Donc, on peut avoir plusieurs types d'instruments de disposition. L'instrument qui avait fait un tabac il y a une dizaine d'années, c'était le PST. Malheureusement, il avait une durée de vie assez limitée, parce que les couches ITF, c'est-à-dire de réfraction d'énergie, étaient un peu sensibles et s'oxydaient très vite. Donc, au bout d'un moment, la lentille frontale était morte, on ne pouvait plus utiliser le PST. Mais il fallait surtout garder le bout avec les talons et le BF. Ça, on coupait et on enquillait ça directement dans une lunette et ça faisait un étalon Fabry-Perot pour une lunette, à condition, encore une fois, que la lunette soit équipée d'un filtre de réjection devant. Je vous le dis encore, tout ce que vous mettez au foyer d'une lunette qui observe le soleil, ça meurt. Donc, il faut filtrer devant pour éviter que toute l'énergie arrive au foyer. D'accord ? Donc, c'est pour ça que le PST, un petit instrument tout à fait, c'était un 40 mm, hein, c'était long comme ça, c'était génial, on l'emmenait partout. Donc tout le monde a eu tout le monde, non, beaucoup on a eu des PST, et puis il fallait surtout pas les jeter ou essayer de les revendre, non. Donc il fallait les garder. On garde l'étalon plus le renvoi coudé et on met ça derrière une lunette équipée d'un ERF et on peut observer le soleil. Lunt, une marque à part entière, c'est des filtres, soit on les achète, ils sont montés sur une lunette, soit on les achète, on les met à l'entrée, à l'ouverture. Soit on peut utiliser l'étalon monté à l'entrée et le mettre à la sortie. On peut faire beaucoup de choses. C'est pas clair ton truc là, t'as pas un dessin? Si, j'ai plein de dessins. J'ai plein de dessins. Mais dans le bouquin. Ah, pas là. Ah non, pas là. Je suis désolé. Les filtres Fabry-Perot, c'est ce qui permet de choisir la longueur d'onde du H-alpha. Donc, on peut les mettre un peu où on veut, à condition, soit on les met devant, on n'a pas besoin de le protéger, soit on le met derrière, on est obligé de le protéger. C'est tout simple. Mais il faut respecter certaines normes. C'est pour ça que quand je dis le PST modifié, on le récupère et on le met derrière une lunette, il faut respecter le FD initial du PST. Si vous mettez ça sur une lunette à FD5, il ne va rien voir. Il faut respecter le FD originel du PST. Il était à FD30, il faut repasser à FD30. Pourquoi il était à FD30 ? Parce qu'il y avait un petit doublé, puis il était petit diamètre. Enfin bon, voilà. Pareil, quand on veut essayer de mettre des Fabry-Perot au foyer, il faut toujours respecter un FD30. C'est tout simple. Il faut rentrer avec des rayons à l'entrée du Fabry-Perot, des rayons les plus droits possibles. L'avantage d'un filtre à ouverture, c'est que les rayons ne peuvent pas être plus droits. Hein, on est quand même à quelques kilomètres du ciel, du soleil, donc les rayons ils sont parfaitement parallèles. Ah ouais, si quand même. Hein, l'angle il est... ouais, l'angle il est quand même... Non, là on est passé sur le H-alpha. Hein, c'est autre chose. Le millard c'est uniquement valable que pour la photosphère. Là on est sur la chromosphère. Un ERF, un filtre de réjection, mais qui laisse passer la lumière. Si on met un millard devant sa lunette et qu'on met un Fabry-Perot ou un étalon ou un PST, il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura pas de lumière. Il faut de l'énergie, il faut de la lumière. Il faut de la lumière, mais il ne faut pas l'énergie qui va avec. C'est ça qui est un petit peu pénalisant. Coronado, c'est ce que j'ai. C'est pareil, on met ça à l'ouverture.
Par contre, on ne peut pas le mettre au foyer parce que le montage est bizarroïde. C'est un montage spécifique, on ne peut pas le mettre au foyer. On peut mettre au foyer que des PST ou des Lunt ou des Fabry-Perot à lame de mica. C'est plus à lame d'air, mais c'est du mica et c'est des D-stars. Et là, c'est pareil, il faut respecter un certain FD. Alors, à la demande générale de Serge, je vais essayer une manip qui aurait pu marcher. Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes. Si j'arrive à retrouver mes petits, forcément. Il est beau, hein? Ouais, hein? Avec le t-shirt qui va bien, hein? Hein? C'est pour faire de la pub, ça. Alors, il faut que je retrouve. Alors. Si, agrandit la fenêtre, ouais. Hop là. Donc ici, vous avez le schéma d'un prisme d'Herschel. D'accord? La lumière qui repart, c'est celle qui repart vers le haut. Celle qui est à l'oculaire. Celle qui traverse, elle est éjectée derrière le prisme d'Herschel. Alors attention, quand vous avez un prisme d'Herschel, derrière, ça peut être très chaud. C'est normal, hein, il y a 94% de l'énergie qui sort derrière. Donc ça arrive des fois que, surtout sur les miens, puisque j'ai enlevé le radiateur qui est derrière, quelle drôle d'idée, hein, c'est pour éviter que ça chauffe de trop, parce qu'il y a quand même de l'énergie derrière une 120, donc j'ai enlevé le radiateur. Et il y a quand même un foyer derrière le prisme d'Herschel qui peut être potentiellement chaud. Donc j'ai cramé 2-3 pulls comme ça, même en hiver, hein, le prisme d'Herschel il concentre bien la chaleur. Je me suis fait surprendre 1 ou 2 fois parce que mon bras ou ma cuisse était derrière sur le... Ouais, tant que c'est que la cuisse. Bien. Alors, il faut que je trouve juste... Donc ici, vous avez à peu près les 3 types de filtres H-alpha, c'est-à-dire le filtre qui peut se monter à l'ouverture, le D-star qui se monte au foyer généralement avec un coefficient FD30, et puis vous avez le quark, petit oculaire modifié, mais c'est pareil, il faut avoir une certaine longueur de focale. Alors, je ne reviendrai pas sur le quark parce que je suis assez dubitatif sur la qualité de ces instruments-là. Et en plus, les gens les utilisent généralement sans filtration à l'entrée de la lunette. Et il faut savoir qu'au-delà de 80 mm, le quark, il supporte très très mal. Hein, donc on crame le quark. Donc pour moi, c'est moyen. Moi, je préfère soit un filtre Fabry-Perot, un étalon Fabry-Perot à l'entrée, soit au foyer, moyennant un filtre réjection à l'entrée. Voilà sensiblement les autres. Hop là, on va. Donc voilà les filtres, les Fabry-Perot à l'ouverture de la lunette. Mais on peut les mettre proche du foyer, moyennant un filtre ERF.
voyez-vous. On peut également enlever le RF et mettre un filtre RF à mi-parcours, du moment qu'il y a une réjection d'énergie avant le Fabry-Perot. Alors attention à bien positionner son ERF. Il faut qu'il couvre le diamètre, le cône de lumière à mi-parcours. Donc il y a un petit peu de calcul. Il ne faut pas trop se planter parce que si le cône de lumière dépasse de l'ERF, bah, vous avez tout perdu. Hein. Et puis généralement, ils sont faits pour être montés. Enfin, le diamètre, c'est pour économiser de l'argent parce qu'un ERF, ça coûte quand même dans les 1000 à 1500 € pour un 100 mm. Donc on se dit, bah, je vais prendre un 50 mm que je vais mettre à mi-foyer, mais voilà, il faut être sûr de soi, quoi. Et puis après, on peut, voilà, et après on peut mettre, donc, soit le filtre Fabry-Perot au bout d'une barlow, ou alors on peut essayer aussi de décentrer un filtre Coronado, parce que les filtres Coronado, ils ont une pastille centrale, et on peut essayer de le centrer. Mais je vous conseille pas. C'est pas... No good. Vous avez chaud, hein? Ouais, moi aussi. Alors, l'avantage de ces systèmes, c'est quand même assez robuste. Moi, je parle du Coronado et du Lunt, parce que je les ai depuis Coronado depuis 2005 et le Lunt depuis 2010. Et à part le petit filtre ITF qu'il y a dans le renvoi coudé dans le BF, qui lui crame très rapidement, le reste, c'est costaud. Hein, ça n'a jamais bougé. Donc le filtre ITF qui est à l'entrée du BF, Ça fait un peu ésotérique. Hein. ouais. ITF, BF. Ben oui, je suis désolé, je suis désolé. Ça a des noms un peu spéciaux. Et en plus, c'est que des acronymes anglophones, donc c'est très chiant, quoi. Je suis désolé, hein, ça demande de la manip, mais ça peut fonctionner. Voilà, donc sur une lunette, là, vous avez la lentille, qui est généralement traitée ERF. Vous avez un Fabry-Perot avec un doublé qui permet de passer à la bonne focale. Et puis ici, vous avez un filtre de réjection et le BF qui permet de filtrer et de recomposer l'image du Fabry-Perot. Parce que ça, je ne vais pas vous expliquer exactement comment fonctionne un Fabry-Perot, parce que j'en suis incapable, hein, accessoirement. Voilà, donc l'ITF ou le filtre de réjection, il est juste à l'entrée du renvoi coudé, et lui, généralement, il meurt assez rapidement. Donc il y a moyen de mettre autre chose, mais faut mettre autre chose. C'est-à-dire qu'il faut mettre un filtre IR cut, UV cut, KG3. Ce sont des filtres qui sont spécifiques pour protéger l'énergie rendue par le soleil à travers le Fabry-Perot. Donc sur nos instruments qu'on observe et puis qu'on fait observer nos amis aussi, hein, tous nos instruments n'ont plus d'ITF, ils ont été transformés par des KG3 qui permettent de protéger la pupille, ce qui permet aussi de récupérer un petit peu de flux parce que l'ITF a une fâcheuse tendance à écrouler en plus l'énergie à la sortie des Fabry-Perot. Et on va voir que quand on veut bidouiller un peu plus loin, on a besoin de toute l'énergie. Donc en passant en double stack, moi j'ai gagné énormément en luminosité. Merci madame. La dame là-bas au fond, c'est la mienne. Allez, on reprend nos activités. Bon, là je reviens, voilà, c'est assez rapide tout ça. Hein.
Je suis désolé, si vous voulez un peu plus de détails, je ne saurais que vous conseiller le livre. C'est pas parce que j'en ai écrit un petit bout, c'est parce que c'est vraiment devenu une bible. Ça a même été traduit en anglais et ça avait un tabac chez les anglophones. Donc je vous conseille vivement de regarder ce bouquin. Il y a des gens qui savent, qui ont écrit des choses. Christian Villadric et j'en passe et des meilleurs se sont intéressés au sujet. Et c'est quand même assez poussé. Et voilà. Le soleil, ça se bidouille, mais ça se bidouille pas comme le ciel profond ou comme le planétaire. Je vous rappelle qu'on peut casser du matériel et puis on peut éventuellement se blesser. Bon, après, à part l'oculaire. Parce que moi, je suis un astronome, mais jamais je mets l'œil à un oculaire, paradoxalement. Voilà, je suis un astrophotographe, c'est ce qu'ils appellent ça. Donc moi, je fais que de la photo. J'ai très rarement mis l'œil à l'oculaire. Je mets généralement une caméra, un appareil photo ou une CCD et je capture. Donc, les différents matériels qui peuvent nous aider à faire de la photo, appareil photo numérique, APN, les caméras couleur, les caméras planétaires, les caméras CCD. On ne parle plus d'argentique maintenant, hein, c'est terminé, ça n'existe plus. Les caméras, les appareils photo numériques, on peut faire toute la photosphère avec, c'est facile, les éclipses, les aurores, la lumière blanche, la photosphère. Tout ça, c'est le meilleur moyen de faire une éclipse, de photographier une éclipse avec un APN. On le programme, on braquette un certain nombre d'images et puis après on recomposite. Ça marche. Le souci avec la chromosphère, c'est qu'on est sur une longueur d'onde très particulière et que si on fait une photo avec un APN, il va y avoir une photo rouge. Pourquoi pas? Mais après, ça veut dire qu'il faut récupérer le signal, il faut le retraiter. Et je vous rappelle que sur un capteur d'APN, il y a du vert, rouge et bleu. Donc si vous avez plus que... Voilà, pardon, excusez-moi. Si vous avez plus que... Ah non, je suis désolé. Mais même avec mes doigts, je me trompe. Donc si vous avez plus que les pixels rouges qui sont sensibles, ben, vous perdez en résolution. Ça, c'est... Mais on peut faire de la photo chromosphère avec un APN. Il faut seulement savoir que bah, vous aurez qu'un pixel sur 4 qui sera excité, le rouge. Donc j'ai abandonné. Moi, je garde l'APN pour faire tout le reste. Aurore boréale, éclipse, nuages noctilucents, photosphère. Voilà, tout ça, ça peut être fait avec un APN. L'avantage d'un APN, c'est que c'est autonome. On n'a pas besoin du PC, on n'a pas besoin de l'alimentation, on n'a pas besoin des disques durs qui vont avec. Voilà. Donc toutes les images que vous verrez un petit peu plus loin sont dans la chromosphère H-alpha et sont réalisées avec des caméras planétaires noir et blanc. Ce sont des caméras qui vont suffisamment vite pour figer la turbulence, parce que je vous le rappelle quand même qu'en plein jour, sur le Soleil, ça turbule beaucoup. En plus, suivant les environnements, hein, si vous êtes proche d'un parking en béton ou si vous êtes sur une terrasse, eh ben, vous avez de la chaleur, ça fait de la turbulence. Tout le monde n'a pas un mirador de 15 mètres au milieu d'un lac pour faire de la photo solaire. Donc cette caméra noir et blanc, alors vous les connaissez, hein, c'est les Asie, c'est les autres. C'est plein de caméras. Bon, il va se fermer ce truc-là, oui. C'est plein de caméras. Et rien ne sert d'avoir des capteurs trop grands. Je vais vous expliquer maintenant comment on fait de la photo chromosphérique H-alpha et comment on fait particulièrement des mosaïques. Hop là.
À titre d'exemple, pour savoir de quoi on parle, voici donc une capture sur le Soleil avec une double filtration 60 mm devant une TSA 120. Donc moi j'ai un poste fixe, j'ai la TSA 120 qui est montée. Quand on me pointe un 60 mm, je le rajoute à celui que je possède. Donc ça, c'est un film en double filtration, image brute. Mais avant d'arriver là, il faut préparer ses réglages, son instrument, pour avoir une image homogène. Là, l'image, elle est homogène. Il faut savoir que sur la photographie, qu'elle soit planétaire, ciel profond, solaire, si vous avez des images moyennes à l'acquisition, vous n'arriverez pas à sortir des images de mort, de tuerie à la fin. Il faut préparer son acquisition, il faut avoir une certaine rigueur, et je vais vous montrer ça. Hop là, je ne vais pas vous montrer ça comme ça. Ah si, ça marchait. Bah si, ça marche. Alors, avec les petites caméras ASI, j'utilise Fear Capture. C'est un petit logiciel gratuit qui a été fait par un nordique, je crois. Et c'est un peu le couteau suisse pour ces... Alors, on peut utiliser d'autres logiciels, hein, mais voilà. Donc, voilà ce que donne une capture d'écran prometteuse. Alors, premièrement, je règle l'inclinaison de ma caméra. Je veux qu'elle soit X, Y sur le déplacement DEC, enfin AD et DEC. Donc, je mets ma caméra, je filme, enfin je filme pas, mais je visualise un détail du soleil et je laisse défiler. Et il faut que ça se balade dans ce sens-là, en arrêtant la motorisation. D'accord ? Parce que après, quand je vais manipuler sur ma raquette, si vous mettez votre capteur dans n'importe quel sens, vous êtes obligé de toucher à 2 boutons pour avoir un déplacement propre. Donc, pitié, dès le début, mettez votre capteur de façon à avoir un déplacement sur la DEC qui soit en X, non, en AD sur les X et en Y sur la DEC. Après, si c'est inversé, ça, vous avez des boutons sur votre raquette qui vont vous faciliter les choses. Donc, première chose, j'aligne ma caméra. Deuxième chose, je fais une capture et là, oh, merdoum. Alors, ça ne se voit pas super bien. On peut remercier le vidéoprojecteur. Non, ça ne se voit pas super bien, mais vous voyez quand même clair, foncé, clair, foncé, clair, foncé, clair, foncé. Oui, non. Oui, non. Ici, peut-être mieux. D'accord ? Le gros problème avec ces filtres-là, c'est que ça fait des franges d'interférence. Et globalement, la caméra voit les franges d'interférence. Donc, si vous faites de la vidéo comme ça, si vous amusez à superposer 300 images comme ça, eh ben le défaut va être multiplié par le coef qui va bien. Donc, j'arrête tout de suite. Ces franges m'emmerdent. Je défocalise. Oh là, je les vois de mieux en mieux. Donc ça, il faut les enlever. La solution, il y a 2 solutions. Soit je fais un flat et je le soustrais. Voilà à quoi ressemble mon flat, à quoi ressemble la soustraction, à quoi ressemble mon image finale. Les franges d'interférence, on pourra difficilement s'en sortir. La deuxième solution, elle est mécanique, c'est je tilte mon capteur. Vous n'aurez plus besoin de faire de flat si vous tiltez votre capteur. Alors, tilter mon capteur, c'est-à-dire que je lui donne un petit peu d'angle. Je lui donne un petit peu d'angle. C'est pour ça que l'intérêt d'avoir un capteur imageur de petite surface,
c'est que je vais pouvoir lui donner un petit peu d'angle sans toucher à la mise au point d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire que je vais être... Alors attention, il ne faut pas le mettre à 45 degrés. Hein. C'est 1 ou 2 degrés. Et ça suffit. Donc je lui donne un petit peu d'inclinaison et ça va me supprimer mes franges. Donc soit on fait des flats, soit on tilte le capteur. Moi j'ai pris la solution mécanique, parce qu'une fois que c'est verrouillé, on n'en parle plus. J'ai plus besoin de refaire des flats à chaque capture, c'est terminé. C'est dans le dur. C'est en hardware, c'est pas en software. D'accord? Pardon. C'est mécanique, c'est pas... Bien. Donc ça, c'est le premier défaut. Ensuite, je vais voir l'homogénéité de mes captures, de la lumière qui arrive sur mon capteur. Parce que le gros problème avec ces filtres, c'est qu'ils ont une fâcheuse tendance, comme ils sont inclinés, à être dans le H-alpha au milieu, plutôt dans la photosphère d'un côté, et plutôt dans on ne sait pas trop quoi au bout. Donc, il faut trouver le bon réglage du filtre. Hein. Vous avez soit une molette, soit un push sur les Coronado, soit une température sur les D-Star. Il faut trouver le bon réglage pour avoir une image homogène. Pour ce faire, je pointe le milieu du soleil. Parce que si vous pointez le côté du soleil, bah vous allez être plus lumineux vers le centre que vers le bord du limbe. Donc je pointe ma caméra au milieu du soleil, je mets du gamma et je vais chercher la surexposition. Voilà mon Fabre-Perot mal réglé. C'est-à-dire que oui, je suis un H-alpha, mais je ne suis pas homogène sur tout le capteur. Donc ça, vous aurez beau faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous amuser à faire une mosaïque, vous la raterez systématiquement. Il faut que votre lumière soit homogène sur tout le capteur quand vous pointez le soleil à son centre. D'accord? Mal réglé, bien réglé. Hop là, bien réglé, comme ça. Alors, il y a deux solutions. Soit on règle l'étalon, soit on le tourne, soit les deux. Quand on est en double filtration, ça veut dire qu'il faut tourner le premier étalon, le régler pour avoir une bonne image, poser son deuxième étalon, le tourner et le régler pour avoir le maximum de contraste et le minimum de luminosité. En fin de compte, on s'aperçoit très vite qu'on a le bon réglage quand on a le moins le plus de contraste, mais le moins de lumière qui arrive à la caméra. Donc ça, ce sont des manips. Elles sont faites une fois pour toutes, mais ça peut vous prendre entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Parce que c'est assez pointu. Une fois que votre étalon est réglé, généralement, il y a une température, elle est stabilisée. Mécaniquement, c'est stabilisé, ça va suivre. Sauf si vous touchez au renvoi coudé qui est équipé de son BF. Là, ça peut encore modifier. Ça peut encore se modifier. Donc, l'avantage d'un poste fixe, c'est que tout ça, c'est tracé, verrouillé, bloqué. Le renvoi coudé avec le BF, il est verrouillé. La caméra dans son BF, elle est verrouillée. Et on n'y touche plus pendant toute la session solaire, et ce qui permet d'avoir des images homogènes. D'accord ? Une fois que vous avez vos images homogènes, vous allez pouvoir faire votre mosaïque. Vous voyez la nécessité de bien orienter son capteur ? Imaginez-vous de faire une mosaïque, il faut la faire en 2 minutes, parce que le soleil est très dynamique. Donc, la première image, elle va prendre 10 secondes, la seconde 10 secondes, et j'en passais des meilleurs, mais il faut quand même le faire en un laps de temps le plus court possible, parce qu'il y a la dynamique solaire qui arrive, et si vous faites une capture de 30 secondes, et puis que à côté, vous la faites 3 minutes après, vous allez avoir du flou.
Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller et il faut bien maîtriser sa monture et bien avoir repéré ses déplacements pour faire la phase. Alors là, c'était... Maintenant, je fais des 12. Je fais des 12 parce que je me suis aperçu que le recouvrement, il faut quand même qu'il soit un petit peu significatif. Voilà, donc je commence toujours de la même façon. Je commence par celle du bas, la première. Je monte, tac, 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 je fais mes pauses. Après, je donne un coup en ascension droite. Je redescends, tac, tac, tac. Je donne un coup en ascension droite, tac, tac, tac. D'accord ? Le souci, c'est qu'il faut trouver les bons repères. Et des fois, ils ne sont pas flagrants. Mais là, c'est une question d'habitude et il faut trouver le bon repère. Vous voyez le repère, là, le petit flair, eh ben, il faut qu'il soit à minima 10 à 20% sur l'image superposable. D'accord ? Voilà ma mosaïque. Alors, c'était un peu sport, je l'avoue, mais je voulais essayer de faire le moins de pauses possible en un minimum de temps. Donc, certaines images étaient... J'avais beaucoup de déchets dans mes mosaïques parce que je n'avais pas assez de superposition. On le voit là. Hein. On le voit bien. Donc, la superposition, bah, il faut plutôt qu'elle soit ça que ça. Voilà, ça passe du simple au double. Donc l'image montée, une fois qu'on a supprimé les franges, aplani l'homogénéité à cause des Fabre-Perot, à cause des étalons. Une fois qu'on sait exactement comment il faut se déplacer, alors ça s'étudie, ça s'entraîne, il faut s'entraîner. On n'a pas le même déplacement sur une raquette de l'osmandie que sur une raquette de Q6, les vitesses sont différentes, tout ça, ça s'entraîne, on ne se lance pas dans une mosaïque du jour au lendemain, il faut avoir l'habitude de ces déplacements. Hein. Mais maintenant, voilà. Alors, ne me demandez pas, il est possible de faire ça en automatique, j'ai jamais réussi. J'ai jamais réussi. Ah non, non, je te parle de l'acquisition en automatique. Hein. Ah oui, ça c'est une photo merge. Hein. Ça c'est une photo merge. Alors après, il y a d'autres logiciels de montage, hein, mais c'est photo merge. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, après, on repasse en traitement standard, on va dire, dans Photoshop ou dans autre chose. On reprend, on détourne, on met un petit peu de niveau, de ton foncé, voilà. Et puis à la fin, on arrive à ces petites choses colorisées. Et là, avec un transit de Mercure. Alors pour l'histoire, hein, en France, il faisait un temps dégueulasse. Au début, on s'était dit on va dans l'Aveyron. Arrivé dans l'Aveyron, il faisait un temps dégueulasse, donc on s'est retrouvé en Hollande. Voilà, il m'a fallu, ça a été un petit peu sport quand même, parce qu'on est arrivé entre deux rangs de tulipes et j'ai posé en vrac le télescope pour pouvoir avoir le transit. Ça, c'est une mosaïque. Hein. Voilà, après, on ne va pas parler traitement parce que c'est chacun à sa sauce et chacun à sa manière de faire. Mais voilà ce que je fais grâce à mon process et à mon setup, c'est régulier. Voilà. J'engrange les images et si je veux, je les fais tous les jours, enfin, quand il fait beau. Tous les jours, je fais ce type d'image, ce qui me permet de faire aussi des animations sur une rotation solaire.
en plus des animations sur les protubérances. Je fais aussi des animations, bien sûr, sur les flares. On peut faire des animations sur le mouvement des filaments. Alors attention, hein, quand on se lance dans des animations, il faut avoir un disque dur. Voilà, il faut avoir un petit peu de disque dur. Hein. Parce que mes images, une capture, ça fait 3 gigas. J'en fais toutes les 15 secondes et ça dure entre 2 heures. Donc, j'ai tendance à vite remplir les disques. Bien, ça, c'est pour... On va parler un petit peu d'un autre sujet, toujours dans la dynamique liée au Soleil, mais sur les aurores. Donc je vais vous passer un petit film. C'est un de mes derniers voyages en Islande et je vais vous le commenter en même temps. Hop là. Alors, Islande. Hop là, on va revenir parce que j'ai même pas eu le temps de lire. Mars 2015. Pourquoi on était en Islande? C'est parce qu'il y avait une éclipse totale, mais dans les îles un petit peu plus bas, dans les îles Faroé, je me sens. Hein, et qu'on n'avait plus de place dans les îles Faroé, donc on s'était dit on va aller en Islande, on va la voir à 99,8%. Hein, c'était ça, je crois. Donc on était en voyage en Islande, et en Islande, bah, c'est bien connu, hein, il y a un petit peu d'activité aurorale. C'était pas notre premier voyage, c'était le troisième, un truc comme ça, troisième, quatrième. Et là, on a eu un gros flash auroral parce que l'activité solaire faisait que. Donc, on mesure l'activité solaire et donc l'activité aurorale en kp. Ça va de 1 jusqu'à 10, et ça, c'est du 8. Donc, c'est déjà significatif. Donc, vous voyez, il faisait encore jour quand l'aurore a commencé. Au début, on se posait la question, qu'est-ce que c'est, machin, on ne voyait pas bien. Et j'ai posé un boîtier, un APN. En l'occurrence, c'est un A7S. A7S, très forte sensibilité. Je l'ai mis à 200 000 ISO et je l'ai laissé filmer avec un fisheye. Enfin, non, pas un fisheye, un grand angle. Ça doit être un 10 mm, ouvert à 2,4. Et puis, de l'autre côté, j'avais un autre boîtier, un Nikon, avec un 12-24, qui m'a permis de composer. Voilà, donc ça, ce sont des images d'aurore en direct. Ce n'est pas un time-lapse. Donc, on voit quand même qu'il y a une certaine dynamique, et on se rend bien compte que quand on fait un time-lapse sur les aurores, si elle est très dynamique, vous allez avoir que des photos floues. Donc, il faut savoir un petit peu prévoir la dynamique de l'aurore pour travailler sur les temps de pause et sur la sensibilité. L'avantage avec cet APN, l'A7S, hein, vous le connaissez tous, il ne se fait plus maintenant, mais on peut monter facilement dans les ISO. Et en plus, il n'était pas défiltré à cette époque-là, donc il était plus sensible dans le vert que dans le rouge. Maintenant, il est défiltré, donc il est plus sensible dans le rouge. Bon. Donc vous voyez là les images vidéo en direct. C'est posé au trépied. J'ai appuyé sur le bouton On. Et je l'ai laissé faire. Et puis en parallèle, j'observais. Quand on observe, quand on a des aurores boréales, il faut quand même lever la tête un peu. Hein. C'est bien. Alors voilà les photos en parallèle avec le Nikon. Donc plus sensible dans le rouge. Franchement plus sensible dans le rouge. Donc cette aurore boréale, KP8, elle a commencé très largement au nord, avec un KP de 2. Au fur et à mesure que le KP montait, 3, 4, elle arrivait au-dessus de nous. À 5, elle était au zénith. À 6, elle est passée au sud. Et à 8, elle était au sud. D'ailleurs, vous voyez un panoramique. Et là, vous allez tout de suite reconnaître vos constellations. Et là, c'est pointé au sud. Hein. Bon, ouais, ça bug un peu, ça patine un peu dans la choucroute. Là. Voilà, donc, les aurores boréales, visibles proches des pôles, mais pas au pôle. Hein.
proche du cercle arctique ou antarctique. Quand il y en a une au nord, il y en a une au sud. Boréale, mais ça peut être une australe aussi. Donc, la difficulté de photographier ces phénomènes, c'est qu'on ne sait jamais si on va avoir quelque chose sur l'image, si on est sous X, sur X, si on tourne à la bonne vitesse. Donc là, il faut trouver le bon réglage. D'où l'intérêt d'avoir des appareils photo, soit des bridges, soit des hybrides. Gros avantage, c'est qu'on voit en direct ce qu'on capture. Alors après, sur les APN récents, maintenant, on fait une visualisation de l'image, et puis on l'a l'image. Mais là, on l'a en direct. C'est-à-dire que la capture, on l'a vraiment en direct. Il n'y a pas l'effet miroir. Quand on pointe une aurore boréale à travers l'œilleton, on ne la voit pratiquement pas. Hein. Là, l'avantage, c'est qu'on peut déjà, en visualisant avec l'écran de l'hybride, on peut visualiser directement si on est sous X, sur X. Et en plus, il y a la possibilité d'avoir l'histogramme en direct. Donc moi, ce que je fais, c'est je lance ma capture. Si je vois que mon histogramme est trop serré, je vais changer mon temps de pause, mais en direct. Je ne me prends pas la tête à arrêter ma capture, retourner mon machin, relancer mes captures. Non, non. Les hybrides, pour ça, c'est ce qu'il faut. Alors, on peut faire ça aussi avec des bridges. Il y a le Sony RX10 Mark IV, là, il a un objectif de 24 jusqu'à 600. C'est le couteau suisse, on peut tout faire. Mais ils sont moins sensibles. C'est pas du 24-36. Voilà, vous avez en direct la visualisation du phénomène aurore. C'est pas des timelapses, hein, c'est du direct. Et je me promène dans le nuage, enfin, je me promène dans le rideau. Là, j'ai cherché le zénith, et oh mince, j'étais un petit peu embuté sur mon trépied. Bon. Donc ça ne marche que quand l'aurore boréale, elle est puissante à très puissante. Hein. Au-delà on va dire entre 5 et 8. Quand c'est un capé de 2, on ne voit pas ça en direct en vidéo. Il faut faire de la pause, là, et puis il faut faire du timelapse. C'est assez hypnotique. Hein. Et encore, je ne vous mets pas la musique, parce qu'autrement, vous seriez capable de vous endormir. Ouais, ça va bientôt être l'apéro. On va avancer un petit peu. Voilà, donc encore une fois, là, c'est avec un 50 mm ouvert à 1.4. Et je me balade carrément dans le voile auroral. Hein. C'est du direct live. Voilà des images faites en timelapse. Voilà, donc vous avez compris un petit peu mon hobby, c'est de capturer un peu les phénomènes météo, phénomènes solaires, phénomènes un peu atmosphériques. Tout ça j'aime bien. Bon, j'ai mis quelques vues de l'Islande parce que bon, c'est pas mal non plus. Hein. Il n'y a pas que les aurores, on peut voir des choses marrantes aussi en Islande. Et donc le lendemain, je crois que c'était, ou le surlendemain, on va passer un peu parce que sinon l'apéro, voilà. Hein, l'Islande, je vous rappelle, hein, c'est une petite île avec un gros glacier dessus. Donc l'île fait la superficie de l'Irlande et le glacier fait la superficie de la Corse. Donc on se balade pas partout en Islande. Hein. Il y a des endroits où on ne peut pas. Voilà, donc le 20, et je crois que l'éclipse c'était le lendemain. Je crois que l'éclipse c'était le 21. Ouais. Donc les nuits se suivaient et les aurores aussi d'ailleurs. Hein.
Donc on voit différents types d'aurores, hein. Il y a les aurores, les draperies, il y a les explosions, comme vous avez vu, hein, au zénith, ça part, ça fait un parasol. Et puis il y a les pulsantes aussi, surtout en fin de nuit. C'est pas compliqué en soi, mais il faut avoir à l'idée que ça évolue très très vite et on ne peut pas faire des temps de pause de plus de 2 secondes, par exemple. Sur ce type d'aurore, 2 secondes, c'est flou, hein. D'ailleurs, je l'ai même faite à main levée. Celle-là, elle est faite à main levée. Je n'ai même pas eu le temps de poser le... Je me suis appuyé sur le capot de la voiture et je tenais l'appareil photo comme ça. Ça se voit, ça bouge un peu, hein. Voilà, ça c'est la main levée, ça. Et puis il arrive un moment, l'aurore s'atténue et va disparaître, elle va repasser au nord. Et elle va disparaître. Ah oui, vous avez... Ça ne donne pas du tout la même chose ici, hein. Voilà, là, peut-être que vous la verrez mieux. Là. D'accord ? Voilà un time-lapse. Alors, les aurores boréales, il y a plusieurs sujets. Donc, il faut un grand angle assez ouvert, un appareil photo, soit un hybride, soit un réflexe, soit un bridge, peu importe, mais qui soit quand même assez récent pour monter dans les ISO. Un trépied. Et puis, il faut un petit peu s'habiller aussi, parce que dans ces contrées-là, des fois, ça pique un peu. Voilà ce que ça donne, 99,8%. Bon, j'ai enlevé le filtre. Bon, ça éblouit un petit peu. Hein. Mais on la voit là, on la voit sur le bord là. On voit des choses là. Par contre, c'est joli, un coucher de soleil tout autour. Time-lapse. Et puis, on était au bout du monde, mais on a rencontré Stéphane Vetter. Donc c'est lui là-bas, c'est lui sur la plage avec les pieds dans l'eau qui est en train de faire des photos. Lui aussi, hein, c'est un mordu. Et puis des aurores pulsantes. Alors là, ça flash un peu partout, c'est assez marrant. Il n'y a pas de difficulté particulière à faire une photo d'aurore boréale. Hein. Il faut seulement faire quelques tests pour savoir si vous êtes sous X ou sur X. Et puis après, on lance l'acquisition et puis on lève la tête surtout. Parce que c'est là où ça se passe, c'est pas derrière l'écran. Hein, c'est comme les éclipses. Il y a un moment où il faut lever la tête parce que... Bon, un petit peu de glace. Voilà, on va passer à autre chose. Je voulais juste aborder le dernier sujet. Les noctulescents. Alors ça, c'est pas forcément lié au soleil, bien que le soleil doit être à une certaine position, mais c'est lié aux nuages de très très haute altitude, des nuages de givre ou de glace, hein, qui sont à combien 80 hein, c'est ça, 80 km, et qui sont éclairés par le soleil déjà couché, en fin de compte. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont assez difficiles à observer. Généralement, c'est autour du solstice, voilà, hein, entre le 15 juin et le 15 juillet, on va dire, en voyant large. Et il faut encore qu'il y ait vraiment une activité. Donc ça, c'est aussi un phénomène qu'on aime bien. Et c'est pas partout, oui. En fait, il y en a plein au-dessus du pôle, mais le problème, c'est que là-bas, il fait jour en permanence. Voilà. Il faut être au bon compromis. 45, c'est pas mal. On peut être un peu plus au nord quand même aussi. Hein. Ouais. Voilà, donc ça, c'était l'année dernière, me semble-t-il, non ? Il y a 2 ans. Donc la comète qui est passée... Pardon ? Néoise, ouais. Vous voyez, je suis un piètre astronome. Hein. Je me rappelle même plus des comètes, ni de la date, ni...
Par contre, je me rappelle très bien que ce jour-là, il y avait des noctulescents, il y avait la comète derrière. Et puis quand on fait un time-lapse, on peut avoir ça. C'est une photo, c'est un time-lapse de noctulescents et on voit l'ondulation des nuages. C'est assez, surprenant. Donc tous ces nuages, ils se déplacent aussi, hein, suivant le sens du vent. Ça donne des ondulations, voilà, c'est assez hypnotique. Ben voilà, ils ont tendance à filer vers l'ouest. Ce sont des nuages qui sont à des hauteurs différentes. Non, ils sont tous à 80 km, mais avec les différences de vitesse de vent, ça fait des ondulations, ou pas, hein, ou pas. Ça peut être des nuages très, comment pourrais-je dire, très long, tout en longueur, ou voilà. Mais là ce jour-là, j'ai été assez bluffé parce que je suis tombé sur des vagues. Donc là, il y a quand même 400 photos. Hein. Ça, c'est fait avec un bridge. Par contre, là, tu es obligé de faire du time-lapse et pas de la vidéo. Ah là, je suis obligé de faire du time-lapse. De la vidéo, tu vois rien bouger. Ouais, j'avais essayé en vidéo, mais ça Tu vois rien bouger. C'est du time-lapse avec 15 secondes d'écart ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, on voit que c'est sur un trépied parce que les étoiles partent aussi. Hein. Oui, un petit avion. C'était pas c'était pas une étoile filante. Voilà. c'est fait de France. Hein. Ah oui, c'est fait de chez moi là, sur ma super région Paris Sud Saclay là. Faut juste la garder au bon moment. Faut juste être là au bon moment, faut surveiller. Typiquement, je sais plus, le soleil entre 7-8 degrés et 12 degrés sous l'horizon. Quoi. Ouais. Voilà, on va pas revenir sur les éclipses parce que c'est un thème qui a déjà été longuement abordé. Un petit coup de pub, le livre, c'est Astronomie solaire. On était quelques-uns à avoir participé à l'écriture. J'ai une toute petite participation, mais c'est parce que je suis très modeste, hein, c'est pour ça. Donc la majeure partie a été faite par Christian Villadric parce que lui s'y connaît très bien en longueur d'onde, en filtration, et puis bon voilà, il fait du soleil depuis bien plus longtemps que moi. Et puis sur les aurores boréales, Fabrice Motez avait sorti ça il y a 2 ans, il y a 2 ans, c'était il y a 2 ou 3 ans. Je vous conseille aussi pour avoir l'explication sur le phénomène, mais aussi sur comment on photographie le phénomène. Hein, pourquoi il y a des aurores. Alors, il est revenu et il a cassé bien des dogmes sur la création des aurores. Et c'est intéressant de connaître les dernières réflexions sur le sujet. Oui, ça c'est Axiol pour AstroSurf. Et puis l'autre c'est Belin. Belin, mais écrit par l'actuel rédacteur en chef de l'astronomie. Voilà. Après, si vous avez des questions ou si vous avez des manips ou des choses que vous voulez voir, je peux me déplacer sur vos instruments et puis on peut faire un point ou regarder. Ou si vous voulez revenir sur les sujets un petit peu épineux du tilt de la caméra, des franges d'interférence. Hein. Voilà. Après, moi, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste, mais je peux donner quelques conseils parce que j'ai quand même pas mal bricolé dans ce domaine. Très bon instrument. Bientôt dans mon escarcelle. Je ne l'utilise pas parce que la spectro pour moi c'était un autre monde. Mais j'ai suivi les travaux de Christian, j'ai suivi des présentations et si vous voulez faire de la photo sur plein de longueurs d'onde,
achetez un Solex. Fabriquez-le, mais achetez au moins le kit. Achetez le kit. Hein, c'est un instrument hors norme. Ça permet de faire toutes les longueurs d'onde du Soleil, du visible jusqu'à H-alpha, même des longueurs G, enfin, tu fais tout le spectre, hein, calcium, magnésium, tout le spectre. C'est génial ce qu'il a fait, Christian. Il a miniaturisé l'instrument de Menon qui était dans le grand Voilà. aérostat et qui est utilisé depuis des décennies. C'est des gens comme ça qui arrivent à disperser des techniques qui sont quand même pas faciles à aborder au début, mais voilà. Enfin, moi, il m'a expliqué, il nous a fait pour revenir sur le Soleil, tous les ans à Cerbane, fin juin, il y a la réunion des observateurs du Soleil. C'est pas les adorateurs du Soleil, c'est les observateurs du Soleil. Ça s'appelle l'Eros, c'est à Cerbane. On se retrouve à peu près le même nombre qu'ici, 70, 80. Et on revient sur les sujets, on peut toucher, on peut observer dans plein de matériel, on peut faire des manips très intéressantes qu'on n'aurait jamais osé faire de son côté, parce qu'il y a des gens qui testent, hein, il y a des gens qui crament des capteurs, ou qui crament des quarks aussi, hein, ça arrive. Donc tout ça, si vous êtes vraiment intéressé par le Soleil, rapprochez-vous de cette rencontre, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Ça dure samedi, dimanche, des fois un petit peu le vendredi soir, mais surtout le samedi et le dimanche, avec des confs et des choses comme ça. Voilà, c'était mon partage. Et les acronymes, parce que si tu ne places pas le ZV devant le BF, puis même Timp, donc Oui, apéro, ouais. Oui.